Salut, c'est moi, Paxi. Aujourd'hui, on va explorer la Lune. À ton avis, la Lune a-t-elle toujours été là? Remontons 4 milliards et demi d'années en arrière pour le découvrir. La plupart des scientifiques pensent que la Lune est née lorsqu'une jeune planète a foncé dans la Terre. Sous le choc, une grande quantité de matière s'est vue projetée dans l'espace avant de se rassembler pour former la Lune. La Terre était bien différente à l'époque. Revenons à un passé plus récent, en 1969. Neil Armstrong fut le premier homme à marcher sur la Lune. Un événement inédit que des millions de gens ont suivi en direct à la télévision. Tes grands-parents s'en souviennent certainement. Depuis, les humains sont retournés sur la Lune 5 fois. Ils ont fait des recherches et récolté des centaines de kilos de roches lunaires pour les ramener sur Terre. En les analysant, les scientifiques ont découvert qu'elles ressemblent beaucoup à des roches terrestres. C'est ce qui leur fait croire que la Lune est faite de matière provenant du choc qui a eu lieu il y a si longtemps. La dernière fois qu'un humain s'est rendu sur la Lune, c'était en 1972. Depuis, seules des machines fabriquées par les humains, des satellites et des robots s'y sont posés. Et il y en a eu un tas. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques et ingénieurs se préparent aujourd'hui à envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune pour qu'ils y restent un bon bout de temps. Regarde toutes les expériences qu'ils font. Viens avec moi sur la Lune, je vais te montrer ce qu'ils doivent préparer pour les explorations à venir. Waouh! Regarde un peu en arrière, que la Terre est belle. La vie sur la Lune n'aura rien à voir avec ce qu'on connaît sur Terre. Lorsqu'il y fait noir, les températures descendent bien au-dessous que n'importe où sur Terre. Mais quand le soleil brille, il y fait plus chaud que dans de l'eau bouillante. Mieux vaut rentrer dans mon vaisseau. Ah, ça va mieux. Ici, je suis protégée des températures extrêmes et du rayonnement solaire. Pour rester sur la Lune, il me faudrait un endroit où vivre. C'est comme pour camper sur Terre, par exemple. Il faut construire un abri, mais sur la Lune, l'abri se doit d'être bien plus high-tech pour protéger des températures et des radiations. Et si j'en construisais un avec le sol lunaire? Et si je creusais un tunnel? Sinon, je pourrais faire un abri gonflable comme un ballon. Il me faudrait aussi de l'électricité. Mais comment faire si je n'ai ni pétrole, ni charbon à brûler, ni énergie éolienne? Mais oui, le soleil! Je pourrais utiliser l'énergie solaire sur la Lune, comme le font les maisons équipées de panneaux solaires sur Terre. Voilà qui est bien plus confortable. Mais j'ai soif. Où trouver de l'eau? Sais-tu qu'il y a de l'eau sous forme de glace sur la Lune? On n'en trouve que sur les pôles, dans les cratères très froids que le soleil n'atteint jamais. Allons donc ensemble voir l'un des pôles lunaires et creusons pour trouver de l'eau. Car l'eau, c'est très important. Il faut toujours bien boire. En plus, on peut aussi s'en servir pour produire de l'oxygène. Et ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune. Donc, il n'y a pas d'air à respirer. Je pourrais même utiliser de l'eau pour produire du carburant et lancer des fusées. J'ai un peu faim aussi. Mais il n'y a rien à manger ici. Sur Terre, on peut faire pousser des fruits et légumes. Et si j'essayais sur la Lune? Il faudrait que je construise une serre et que je prenne grand soin de mes plantes. Regarde, mes patates poussent. Un abri, de l'énergie, de l'eau, de l'air, de quoi manger. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre sur la Lune pendant très longtemps. Aujourd'hui, nous avons appris que la Lune s'est probablement formée quand une jeune planète a foncé dans la Terre il y a des milliards d'années de ça. Les astronautes se sont posés sur la Lune 6 fois. Aujourd'hui, seuls des satellites et des robots analysent la Lune. Les humains se préparent à retourner sur la Lune. Pour vivre sur la Lune, il nous faudrait un abri, de l'énergie, de l'eau, de l'air et de la nourriture.
Bonjour et bienvenue dans Space, ici depuis la surface de la planète Mars, ou en tout cas du lieu qui s'en approche le plus sur Terre. Je suis ici au Royaume-Uni et en Belgique pour rencontrer ceux qui travaillent sur ExoMars, une mission européenne et russe qui a pour but d'explorer la planète rouge et d'y chercher des traces de vie. Allons voir où ils en sont. Voici le rover Bruno. Monté sur 6 roues, il peut se déplacer sur Mars de manière semi-autonome à une vitesse maximale de 2 cm/s. C'est un engin de test pour les ingénieurs d'Airbus qui développent le premier rover conçu pour chercher directement des traces de vie sur la planète rouge. Bruno ressemble beaucoup à ce que sera finalement le rover ExoMars. Il a sur lui tous les capteurs et vérins qui sont utilisés pour piloter le rover lui-même, en commençant par ces 2 caméras au sommet du mât. Elles permettent au rover de voir en 3D, avec une vision assez similaire à la nôtre, d'identifier les rochers et les pentes devant lui, puis d'analyser si l'un des obstacles n'est pas franchissable. En 2021, lorsqu'il se posera sur Mars, le rover ressemblera à cela. Un véhicule tout à fait unique, puisque capable de forer jusqu'à 2 mètres sous la surface et d'examiner des échantillons dans son laboratoire embarqué. Sa conception nécessite de relever d'immenses défis comme de réinventer la roue. Ces roues en métal sont des éléments importants. On n'a pas l'autorisation d'utiliser du caoutchouc parce que c'est une matière organique et comme on essaie de repérer s'il y a de la vie sur Mars, on ne veut pas détecter quelque chose que nous aurions apporté. Donc on doit obtenir la même capacité de déformation que le caoutchouc, ce doit être mou, et c'est le cas avec ces roues en métal. Le modèle de rover réel est en cours de construction dans cette salle blanche créée spécialement à Stevenage près de Londres. Ici, les composants et les instruments provenant de laboratoires disséminés en Europe sont stérilisés un à un puis assemblés. Ce petit panneau là-bas de forme carrée, c'est là où toute l'électronique du module de service du rover ExoMars sera placée. Comme vous le voyez, tout est assemblé dans cette salle qui a été spécialement conçue pour ExoMars. Et s'il y a de la vie sur Mars, j'espère qu'on la trouvera avec cette mission. Et pour être sûr de ne pas emmener la moindre forme de vie terrestre sur Mars, le rover doit rester impeccable. On a de nombreux défis à relever. Il fallait que les outils et tout le matériel d'assistance au sol soient très propres. Et ces installations ici ont été conçues pour que tous les ingénieurs électroniques puissent travailler sur le rover sans devoir aller dans la salle blanche, parce que c'est compliqué pour eux de s'équiper pour aller à l'intérieur. Cette mission de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et de son homologue russe, Roscosmos, a fait décoller en 2016 son premier engin à destination de Mars, baptisé TGO pour Trace Gas Orbiter. Cette sonde a été en pleine exploitation jusqu'en avril, scrutant la présence de méthane dans l'atmosphère de Mars et prenant des images détaillées de sa surface. Après une série de réunions comme ici en Belgique, l'équipe a désormais sélectionné le site d'atterrissage de la 2e mission ExoMars. Elle veut que son rover explore une zone appelée Oxyaplanum, un ancien lac près de l'équateur. Oxyaplanum est vraiment l'un des endroits les plus intéressants à aller explorer. Grâce aux carottes de forage, on pourra faire des prélèvements et analyser les matières sur et sous la surface. Et puis c'est un lieu qui ne présente pas de danger pour se poser parce qu'on sait que la surface est sûre. On est à une altitude basse, donc la sonde traversera beaucoup d'atmosphère, elle pourra freiner et elle aura le temps de réagir si besoin avant de se poser. Le volet russe de la mission, c'est la plateforme d'atterrissage qui transportera le rover ExoMars. Celle-ci sera équipée d'instruments qui serviront à étudier l'atmosphère martienne. Il ne reste plus qu'à les livrer à temps. Il est clair que le lancement en juillet 2020 est un objectif ambitieux, puisque le développement des outils scientifiques de la plateforme d'atterrissage est critique, dans le sens où il a débuté bien après celui des équipements placés sur le rover lui-même. Ce que la mission nous a déjà appris, c'est que la planète Mars est beaucoup plus diverse et dynamique que ce à quoi on pouvait s'attendre, comme le montrent ces images prises par la caméra suisse Cassis à bord de la sonde TGO. De plus, les scientifiques de l'ESA ont repéré de la glace d'eau juste en dessous de la surface de Mars, en de nombreux endroits. L'eau sur Mars est souterraine, on ne trouve pas de lac à ciel ouvert. Et l'eau est présente sous forme de glace, il y a de la glace sous la surface. L'eau liquide a toujours été considérée comme un prérequis pour la vie. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie sur place, mais c'est un ingrédient nécessaire pour qu'il y ait la vie.
Mais qu'en est-il vraiment de la vie sur Mars? Les spécialistes pensent-ils en trouver des traces actuelles ou passées? Oui, naturellement, j'espère qu'ExoMars détectera des traces de l'existence de composés organiques sur la surface de Mars. Et bien entendu, ExoMars est précisément la mission qui devrait en être capable. Elle a été conçue pour cela. Je crois que nous avons à bord les meilleurs instruments qui soient pour pouvoir détecter la vie. La grande avancée, c'est de pouvoir forer. On va pouvoir aller à des profondeurs où l'on pense pouvoir encore trouver d'éventuelles traces de vie actuelles ou anciennes. Personne n'a véritablement fait cela jusqu'à présent. Dans le cadre de cette nouvelle mission, il est prévu que le rover parcourt environ 4 km et creuse à 2 mètres sous la surface martienne, au moins en 6 endroits. S'il s'avérait qu'il trouve quelque chose, à quoi cela pourrait-il ressembler? Il est peu probable à ce stade qu'il s'agisse de petits hommes verts. Il s'agira probablement de bactéries parce que dans les zones les plus arides sur Terre, c'est la forme de vie la plus rustique que l'on connaisse. Donc il est assez probable que c'est cette forme de vie qu'on pourrait trouver sous la surface. Les années à venir changeront-elles notre vision de Mars? Nous le saurons après l'atterrissage de la plateforme sur la planète rouge en mars 2021. Nous poursuivons sur ce thème ici chez Airbus à Steven Age dans notre rubrique Ask Space, où nous posons vos questions sur l'univers à des experts. Et je suis avec Manish Patel de The Open University. Manish, nous avons eu beaucoup de questions sur l'exploration humaine de Mars. Shokrup Yusupov demande « Quand les humains arriveront-ils sur Mars ?» Cela fait longtemps qu'on prévoit d'y envoyer des hommes. On y va depuis de nombreuses années avec des engins robotisés. Je crois que le moment est venu de nous rendre nous-mêmes sur place. Et cette idée s'impose avec l'arrivée de nouveaux acteurs commerciaux comme SpaceX qui changent les méthodes de lancement et de voyage spatial et la manière dont on peut aller sur Mars. Donc je pense que dans les 20 prochaines années, ou certainement de mon vivant, nous verrons des hommes sur Mars. Beaucoup d'internautes nous demandent comment les humains pourront vivre sur Mars. S'ils devront séjourner dans des dômes, sous la surface, s'ils devront emmener de l'oxygène avec eux. Qu'en pensez-vous ? On aura probablement des dômes ou des cabines où on devra s'installer, comme dans la Station spatiale internationale. Elles seront sur la surface de Mars. Elles nous permettront de nous protéger du rayonnement nocif et de la pression faible, mais aussi d'avoir une atmosphère respirable. L'une des choses essentielles dont on aura besoin sur Mars, c'est évidemment l'oxygène. Si on peut exploiter la glace qui, on le sait, est présente sur Mars, vu que la glace est formée d'hydrogène et d'oxygène, on pourra les séparer et produire de l'oxygène qu'on pourra respirer. Merci beaucoup Manish pour votre éclairage. Envoyez-nous vos questions sur l'univers grâce au hashtag AskSpace et nous essaierons d'y répondre. En attendant, retrouvez d'autres infos sur l'espace sur euronews.com. Ok, bonjour à tous, Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je termine en ce moment ma mission de 6 mois à bord de la station spatiale dans laquelle je me trouve en ce moment et je voulais vous la faire visiter.